Je vais donner la parole maintenant à David Moreau, qui est secrétaire général adjoint du Conseil d'État et qui va axer son intervention, alors moins sur le décret JAD que sur les dispositions qui intéressent la juridiction administrative contenues dans la loi justice du XXIe siècle, qui était, comme vous le savez, donc une loi d'ensemble initiée par nos collègues judiciaires, mais bien évidemment qui a intégré un certain nombre de dispositions propres à la juridiction administrative. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, comme vous l'a dit la présidente Pierrat, les réflexions du groupe qu'elle a présidé ont pris des horizons et des orientations très diverses. Et la plupart des recommandations ont pu être mises en œuvre par la voie réglementaire dans le décret de novembre 2016 que je l'ai exposé, tout ce qui touchait à la réforme de la procédure administrative elle-même, mais d'autres orientations, d'autres propositions, notamment ce qui touche à la médiation, ce qui touche aux actions collectives, nécessitaient de passer par la loi. Ce qui, à première vue, fait un peu plus impressionnant, puisque on peut partir pour 2 ans, 3 ans, des fois plus, de réforme. La meilleure preuve, c'est que la plupart des préconisations qui touchaient aux actions collectives et à la médiation avaient déjà été faites par le Conseil d'État dans des groupes de travail antérieurs, avec des propositions techniques très concrètes dans les années 2000, et pour autant n'avaient toujours pas abouti. Or, il y a eu un alignement de planètes assez favorable, finalement, puisque au moment où le rapport du groupe de Pierrat est sorti, un train avait commencé de se mettre en marche, qui était la loi justice du XXIe siècle, et qui roulait suffisamment lentement pour qu'on monte en marche à l'occasion des haltes fréquentes devant une autre des 2 assemblées. C'est plus un train corail, quoi, mais dans lequel on peut encore grimper, c'est plus difficile avec les ordonnances, ça va plus vite. Alors, à la faveur de cette loi justice du XXIe siècle, qui finalement donc, a été votée en 18 novembre, enfin a été publiée le 19 novembre, elle est datée du 18 novembre, promulguée le 18 novembre 2016, publiée au JO le 19 novembre 2016, était une loi pour le juge judiciaire, pour la justice civile. Elle comportait simplement un micro-volet qui concernait le juge administratif, s'agissant des actions de groupe. Le Conseil d'État et les parlementaires qui l'ont jugé utile, opportun, ont profité de cette petite fenêtre qui avait été ouverte pour élargir les réformes concernant le juge administratif, d'une part en créant une autre, à côté de l'action de groupe, une autre action collective qu'on a appelée l'action en connaissance de droit, et d'autre part en venant rénover complètement l'embryon de médiation, de régime de médiation-conciliation qui existait dans le code de justice administrative, pour en faire vraiment un régime complet de la médiation dans les litiges administratifs, et pas simplement, comme ça l'était au départ, une transposition à minima de la directive européenne de 2008 sur les médiations dans les litiges transfrontaliers. Alors, c'est ces 2 aspects dont je vais vous parler maintenant. Alors, les actions collectives comportant pas mal d'aspects un petit peu techniques, j'ai fait le choix donc de vous distribuer un tableau synthétique qui vous présente sur tous les aspects de la procédure, c'est-à-dire quel est l'objet de ces actions, leurs conditions de recevabilité, le pouvoir des moyens invocables, les pouvoirs du juge, etc., jusqu'à l'exécution des jugements rendus. Un tableau comparatif entre l'action de groupe et l'action en reconnaissance de droit. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qui est écrit là, mais je vais juste insister sur quelques points pour vous guider dans la lecture de ces nouveaux textes. Alors, pour reprendre l'heureuse expression du bâtonnier d'Hondt, je dirais que s'agissant des actions collectives, nous avons à la fois du sur-mesure et du prêt-à-porter. Alors, je vais commencer par le prêt-à-porter. Le prêt-à-porter, c'est ce qui figurait déjà dans le projet de loi initial justice du XXIe siècle et qui concerne l'action de groupe. Alors pourquoi c'est du prêt-à-porter? Parce qu'il s'est agi avec cette action de groupe pour le ministère de la Justice d'étendre au juge administratif des actions de groupe qui existaient déjà dans le domaine, devant le juge civil. Et le juge administratif se retrouve effectivement alors, avec des habits un petit peu mal taillés à ce niveau-là, parce que avec un vocabulaire très civiliste,
existent en fait, et des règles de procédure qui ne sont pas habituelles pour nous. Donc on a réussi à rectifier certaines choses, mais on va le voir, c'est pas complètement encore satisfaisant. Bon, voilà pour le prêt-à-porter. Alors, en revanche, on a eu beaucoup plus la main sur la définition d'un sur-mesure qui nous intéressait beaucoup plus, en réalité, statistiquement, en termes de nombre de comptes de recours, c'est ce qu'on appelle l'action en reconnaissance de droit. Que le gouvernement, c'est une proposition qui avait été faite dès 2009 par le Conseil d'État, mais qui avait été repoussée par les gouvernements successifs parce qu'elle faisait un peu peur à Bercy, qui craignait pour les finances publiques, parce qu'on avait peur que ça devienne des actions collectives très dispendieuses pour les deniers de l'État. Alors, la différence entre les deux, on peut les réunir les deux sur le terme générique d'action collective, mais juridiquement, on a bien deux catégories avec deux terminologies différentes, action de groupe, action en reconnaissance de droit. Donc, on prendra garde, nous, de ne pas utiliser le terme action de groupe pour définir toute forme d'action collective, mais bien uniquement celle qui, au terme du L 77-10-1 du CJA, vous trouvez sur la première page, permettent à une association de porter une action collective pour obtenir la réparation d'un préjudice. Donc, quand on parle d'action de groupe, on est vraiment sur de l'indemnitaire. L'État ou une collectivité publique a causé du fait d'un manquement, a causé un préjudice, et donc on cherche à obtenir réparation de ce préjudice. Le champ de l'action de groupe est très limité. Il est limité aux 5 hypothèses que vous trouvez énumérées en dessous. Deux hypothèses en fait qui sont des faits de discrimination, soit l'usager du service public qui subit une discrimination, soit un employé du service public de l'administration qui subit une discrimination du fait de l'administration employeur. Et puis ensuite on a 3 domaines sectoriels où les administrés peuvent former devant le juge administratif une action de groupe. La santé, qui existait déjà dans le code de la santé publique, il y avait déjà une action de groupe santé qui existait, y compris devant le juge administratif. Donc là elle a été sortie du code de la santé rattaché au... pardon, elle figure toujours au code de la santé, mais le code de la justice administrative renvoie expressément. L'environnement, les dommages en environnement, et puis la protection des données à caractère personnel, c'est-à-dire la violation des règles de la loi informatique liberté de 1978. Le champ de l'action en reconnaissance de droit, lui, est beaucoup plus large, puisque l'action en reconnaissance de droit peut être formée dans tout domaine de l'action publique, dans tout domaine qui relève de la compétence du juge administratif. Et quelle est la différence? C'est qu'il ne s'agit pas là d'obtenir la réparation d'un préjudice, mais de demander la correcte application d'un texte. Et c'est statistiquement, en réalité, c'est ça qui encombre le plus aujourd'hui les tribunaux de ce qu'on appelle les séries. Aujourd'hui, on a 8 séries vivantes en France qui représentent 24 000 affaires, à elles seules, voyez. Et qu'est-ce que sont ces séries? Eh bien, c'est des personnes qui demandent tous, par exemple des contribuables, qui demandent tous à être déchargés d'une imposition qu'ils estiment leur avoir été imposée à tort parce que le fisc interprète une disposition de la loi fiscale de façon erronée selon eux. Et donc on retrouve partout sur le territoire les mêmes contentieux avec qui posent exactement la même question juridique, mais chacun est obligé d'y aller tout seul et donc on se retrouve avec 3 000, 4 000, 5 000 requêtes qui posent tous la même question. Bon. Autre exemple, dans la fonction publique, on a eu d'énormes cartons. Chaque tribunal, pratiquement de France, administratif, a dans ses couloirs, dans des cartons sur lesquels les magistrats et les agents de greffe trébuchent régulièrement, de contentieux dit ASA-Police. ASA-Police, c'est avantage, spécificité, ancienneté. C'est une prime de risque, entre guillemets, qui est due aux fonctionnaires de police qui travaillent dans les zones sensibles. En 2001, le ministère de l'Intérieur a défini un périmètre très limité d'éligibilité de ces zones réservées à l'Île-de-France. Et ces enquêtes policiers se sont mis ça en défendant que d'autres collègues en France pouvaient être exposés, hors de l'Île-de-France, à des risques particuliers. Donc ça a donné lieu à, au total, je crois, 20 000 affaires, quelque chose comme ça, en tout, devant le juge administratif, parce que chacun, également, individuellement, pour défendre ses droits. Bon. Donc vous voyez bien que là, on est dans ces cas-là, que ce soit le contribuable ou le fonctionnaire, on peut avoir aussi d'autres hypothèses, on n'est pas en train de demander la réparation d'un préjudice qu'on a subi, mais simplement d'être déchargé d'une somme d'argent qu'on nous a illégalement mis à charge, ou de bénéficier au contraire d'une prime qu'on nous refuse illégalement, alors que les textes nous permettraient d'en bénéficier.
Donc, c'est à ça que c'est ce type de continuité que veut prévenir l'action en connaissance de droit. On est, si vous voulez, sur l'action du recours pour excès de pouvoir, mais par procuration. On peut désormais désigner une association, former une association ad hoc, sans condition d'ailleurs d'ancienneté, comme on peut avoir pour l'action de groupe. Vous verrez que pour l'action de groupe, dans l'intérêt pour agir, il faut avoir, dans pas mal de cas, plus de 5 ans d'existence. Dans l'action en connaissance de droit, on peut tout à fait constituer une association ad hoc pour venir défendre, réclamer le bénéfice d'un droit collectif. Dans l'intérêt pour agir, et c'est le deuxième point, donc vous verrez qu'il est un peu variable, c'est ce qui fait d'ailleurs, à notre sens, la complexité de l'action de groupe. Encore une fois, nous n'avons pas porté telle qu'elle est rédigée dans le texte, même si ça vient impacter notre code de justice administrative. C'est vraiment la partie sur mesure qu'on n'a pas pu maîtriser complètement. Donc on a, selon les domaines, l'intérêt à agir est variable. Des fois, il faut avoir plus de 5 ans d'existence, des fois non. Enfin bon, c'est assez chinois. Alors que pour l'action en connaissance de droit, les choses sont simples. C'est toute association ou syndicat professionnel, dès lors qu'il a dans son objet la défense des intérêts qui sont revendiqués. Alors un point important, sans quoi le système ne marcherait pas, l'objectif ne serait pas atteint, c'est que une action collective introduite sur le territoire, à tout point du territoire, à Strasbourg, à Pau ou ailleurs, va, dès lors qu'elle pose une question de droit qui peut se poser pour d'autres administrés en France, va interrompre les délais de recours et suspendre les prescriptions pour toutes les personnes qui ensuite pourront se prévaloir du jugement rendu. Donc ça, c'est indispensable d'avoir prévu cela, parce que sinon, si chacun voit ces délais de recours qui lui seraient opposables et de prescription continuer de courir, alors même qu'une action collective a été introduite, il pourrait être tenté, pour se prémunir, d'introduire lui-même, continuer d'introduire des actions individuelles. Donc il était indispensable qu'une action collective puisse interrompre les délais de recours au profit de tous ceux qui ensuite pourront en revendiquer le bénéfice. Alors, il y a une petite malfaçon, exemple de ce que je citais tout à l'heure, dans la loi telle qu'elle est venue sortie du ministère de la Justice sur l'action de groupe. Vous voyez, c'est que l'article 77-18 du CJA dit l'action de groupe suspend la prescription et la forclusion. Alors déjà, le terme suspend en droit administratif, nous on ne l'aime pas trop parce que suspend, ça veut dire que le délai s'interrompt et reprend à courir pour ce qu'il reste. Alors quand on a un délai de recours de 2 mois, si on l'arrête à 1 mois et demi, ça veut dire qu'il vous reste plus de 15 jours ou peut-être une semaine pour faire votre recours. C'est pour ça que pour la partie action en connaissance de droit, c'est le terme interrompre qui a été retenu pour le délai de recours, c'est-à-dire que le délai de recours repart à zéro une fois que l'événement introductif c'est fini. Et donc on a de nouveau 2 mois. Voilà. Et le terme suspendre a été réservé aux prescriptions qui, elles, effectivement, étant plus longues, 4 ans, 10 ans pour la décennale. Donc, effectivement, à ce moment-là, prévoir qu'il recourt là où il s'est arrêté. Bon, malheureusement, pour la partie action de groupe, on a ce terme suspend. Mais ce qui est encore un peu plus embêtant, c'est que le texte nous dit l'action de groupe suspend la prescription et la forclusion des actions individuelles résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l'accord de transaction qui va être signé. Donc autrement dit, dans cette rédaction, on a le sentiment que finalement, on sait que a posteriori, une fois le jugement rendu, si le délai a été effectivement interrompu ou non, puisqu'il faut qu'on ait un jugement qui constate des manquements. Donc autrement dit, c'est uniquement si le juge fait droit à l'action qu'on sait a posteriori que les délais ont été interrompus. Alors bon, pour en avoir reparlé avec les auteurs de tout ça à l'Assemblée et au ministère, bon, c'est pas du tout l'intention, il y a réellement, je pense, une malfaçon. Il faut comprendre, bien sûr, que l'action de groupe introduite interrompt les délais de recours pour tout le monde, quelle que soit l'issue, y compris un rejet, parce que sinon, dans le doute, tout le monde va continuer de faire des actions individuelles au cas où elles sont finalement rejetées. Donc, bien sûr, l'action de groupe interrompt également, comme on l'a écrit dans l'action en connaissance de droit, interrompt quelle que soit l'issue finale. Alors, je regarde mon chronomètre, à 6 minutes, ça va être alors, bon, sur la juridiction compétente, etc., je passe, puisque vous avez ça sous les yeux. On a fixé une obligation de liaison du préalable du contentieux. Un point qui satisfera les avocats, je pense, c'est qu'on a imposé le ministère de l'avocat. Il y a peu d'enjeux, puisque on va voir que le principe, c'est que la décision rendue par un tribunal administratif désigné pilote sur l'action collective ou après l'accord
cour administrative d'appel qui aura statué définitivement en fait d'appel, cette décision va avoir une autorité de choses jugées sur tout le territoire national. Donc, d'où l'enjeu quand même d'avoir des dossiers qui soient bien construits et pas des moyens farfelus qui partent un peu dans tous les sens. Donc c'est ça qui a imposé le ministère de l'Avocat pour former ces actions collectives. Alors après, comment concrètement ça se passe pour les administrés qui veulent bénéficier en cas de jugement favorable? Eh bien là, on a deux procédures un petit peu différentes. Pour l'action de groupe, le groupe n'est pas nécessairement nommément constitué au moment de l'action. La seule chose qu'impose le texte, c'est que le demandeur à l'action, donc l'association, puisse quand même citer des cas individuels de dommages causés. Par exemple, des ouvriers de l'État, des agents d'État qui sont exposés sur des chantiers navals à de l'amiante. On commence à avoir plusieurs recours indemnitaires comme ça, individuels, devant le juge administratif pour des mêmes chantiers navals. Ça pourrait donner lieu aujourd'hui à des actions de groupe, par exemple. Eh bien, là, il faut quand même qu'au moment de l'introduction de la requête, on soit capable de citer des cas individuels, nominatifs, pour montrer qu'on n'est pas en train d'imaginer qu'un jour, peut-être, dans 10 ans, etc. Donc il faut quand même montrer qu'il y a un sujet, mais le demandeur n'est pas obligé de délimiter complètement le périmètre du groupe à ce moment-là. C'est une fois le jugement rendu, si le juge reconnaît qu'effectivement il y a faute de l'État et qu'il y a un lien de causalité suffisant entre la faute et le préjudice causé, à ce moment-là, le juge donne un délai qui ne peut pas être inférieur à 6 mois à tous ceux qui, en France, pourraient subir le même préjudice, pour adhérer au groupe nominativement, pour le coup. Et c'est là que donc le groupe se forme réellement. Et là, on a deux possibilités. Soit l'association qui a porté la demande se retrouve mandataire, mandatée par le juge pour négocier avec l'administration une indemnisation globale qu'elle va ensuite elle-même répartir entre tous les membres du groupe qui auront adhéré. Soit elle n'a pas ce mandat, en tout cas elle ne l'a pas demandé au juge. Et alors, on reste, pour le coup, pour les exécutions individuelles, sur des litiges individuels, ensuite, qui éventuellement, donc ça veut dire des réclamations individuelles devant l'administration, plus, éventuellement, si l'administration ne satisfait pas au demande individuelle, des recours individuels devant le juge. Donc vous voyez que les recours individuels ne sont pas complètement impossibles, mais normalement, on devrait en avoir moins, puisqu'il n'y aura pas eu un jugement de principe qui aura été rendu qui s'imposera à l'administration. Donc après, les litiges pourront porter, et sont plus rapides à traiter quand même, uniquement sur le quantum de ce qu'on verse à telle ou telle personne. Pour l'action en reconnaissance de droit, on est sur un dispositif différent, puisque là, chacun pourra aller trouver l'administration en s'appuyant sur la règle de droit qui aura été fixée par le juge administratif. Et là où il y a une accélération quand même par rapport à des requêtes individuelles qui seraient déposées individuellement dans un tribunal administratif et qui devraient être jugées en formation collégiale, etc. Là, en cas de mésentente, de désaccord, d'inexécution de la décision par l'administration, le risque de désaccord sur le quantum sera moindre, puisque autant sur l'indemnitaire, il y a quand même toujours une part d'appréciation subjective de l'importance du préjudice, etc. Là, en reconnaissance de droit, on est sur l'application de la règle. Si on parle de prime pour des fonctionnaires, il y a un barème, on applique. Si on parle d'un impôt, on décharge à la hauteur de ce qui a été... bon. Donc, les litiges sur le quantum sont bien moindres que dans l'action de groupe. Mais en tout cas, s'il y en a, ils se traiteront par la voie de droit commun, qui est la saisie du juge de l'exécution, et là, du tribunal local, et qui va, en statuant seul, rapidement, instruire auprès de l'administration et voir si oui ou non elle a correctement exécuté la décision de principe qui est rendue sur l'action politique. Voilà. Donc, je vous laisse lire dans le détail tout le résumé complet de ces deux actions collectives, et puis bien sûr on aura l'occasion après d'échanger à l'heure de questions ou de préciser certains points. J'en viens à la médiation. Alors, qu'est-ce qui a été fait sur la médiation dont la présidente Girard a déjà tracé le contexte dans lequel elle est née? Le constat, c'est effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une augmentation
continue. Hein. Je vous ai mis quelques chiffres, mais vous voyez, par rapport à 68, qui est le plus loin qu'on peut remonter dans nos bases de données pour quantifier, on avait 10 000 recours devant les tribunaux administratifs, on en a plus de 180 000 aujourd'hui, 193 000 en 2016, donc fois 10 en fait en 60 ans. Ou 50 ans, pardon. Fois 10 en 50 ans. Ça fait une moyenne à peu près d'évolution annuelle de 5,6%, et bien sûr, comme vous le disiez, la présidente Guérard, nos effectifs, eux, n'ont pas cru à cette hauteur-là depuis 1960. Sur les 10 dernières années, en plus, le développement de contentieux très factuels, notamment les contentieux sociaux. C'est vrai que les contentieux de la fonction publique sont restés à peu près stables, mais le point commun de ces deux contentieux, c'est qu'effectivement, comme disait la présidente Guérard, on a une dimension assez factuelle. Et dans la fonction publique, il peut même y avoir, enfin, c'est ce que constate, hein, c'est ce dont ont témoigné les membres du groupe qu'elle a présidé, on constate aussi une grande part d'émotionnel, ou je dirais d'affectivité dans des conflits qui sont extrêmement... Voilà. Je m'arrête, les œufs sont cuits. Une grande part de ces... Non, il faut prendre encore 5 minutes. J'avais mis 20 minutes, mais bon, une grande part d'affectif, hein, comme on disait, et qui peuvent conduire des requérants, effectivement, quand il y a des conflits, alors surtout dans les petites collectivités où il n'y a pas l'intermédiaire d'un service juridique ou d'un service des ressources humaines, où on se retrouve vraiment avec des face-à-face entre le maire ou le secrétaire général de mairie et un fonctionnaire. Et donc, on a comme ça, alors on a des recours à répétition, des demandes qui portent sur le même objet, répétitives, et donc ça multiplie, etc. Si bien que, même en étant passé une fois, deux fois, trois fois devant le juge administratif, finalement, le fond du litige n'est pas purgé, l'inimitié est toujours présente, et donc on s'est dit que, pour des cas comme ça, la médiation, l'intervention d'un médiateur pouvait être bénéfique. C'est en tout cas un constat empirique qu'on a pu faire, parce qu'on a effectivement les tribunaux qui étaient un peu plus en pointe sur la médiation que d'autres, notamment le tribunal administratif de Grenoble, à Montpellier aussi, à Toulouse, à Nantes. Et donc, on a pu faire ce constat que si on prenait un peu le temps en amont de rediriger les dossiers, eh bien, on arrivait à un règlement du litige plus rapide, sans déjà un an ou un an et demi dans le tribunal administratif, sans recours après en appel, voire le Conseil d'État. Et aussi, on réglait aussi le litige plus au fond, beaucoup plus au fond, dans le sens où on arrivait à apaiser les passions et les hystéries, des fois, qui faisaient qu'on retournait sans arrêt devant le juge administratif. Alors, qu'est-ce que je dis après ? Alors, quels sont les apports Quels sont les apports de la loi J21 là-dessus, qui est venue aussi donc modifier le code de justice administrative pour véritablement créer un chapitre entier sur la médiation dans les litiges administratifs. Alors, première chose, comme je vous disais, on était initialement, avec la transposition de la directive de 2008, sur un champ très restreint de la médiation aux litiges transfrontaliers. Là, c'est ouvert dans tous les litiges de la fonction publique, enfin, pardon, de l'activité publique, hein, de l'action publique, sans distinction. Alors, on pourrait dire, mais quand même, la police, etc. Ben non, même la police est dans le champ potentiellement. La seule chose que ne peut pas faire l'administration, c'est de renoncer, de brader des droits dont elle n'a pas la libre disposition. Mais, par exemple, en matière de police, moi j'ai vu des médiations fructueuses sur des arrêtés de fermeture temporaire de débit de boissons pour tapage nocturne, etc., par le préfet. Où, finalement, moyennant des engagements pris en médiation par le tenancier, du bouge incriminé, eh bien, sur la réalisation de travaux, etc., l'autorité de police arrivait à être d'accord pour réduire la durée d'interdiction, et ça convenait aussi au débit de boisson, et voilà, on n'a pas de recours. Donc même dans des domaines beaucoup plus régaliens qui touchent à l'ordre public, on arrive quand même à avoir aussi des résultats en médiation. Deuxième point important qui était fondamental pour nous, arrêter ces débats séculaires, en tout cas qui ont bien fait travailler beaucoup d'universitaires et enrichi beaucoup de colloques, mais sur la conciliation, médiation. Bon, c'est vraiment un truc qui, pour le juge administratif, paraissait très byzantin, et sans aucun enjeu pratique,
voire au contraire avec pouvant générer des risques de contestation en fait purement de pure de procédure, enfin, de pure régularité de la procédure suivie, parce qu'on aurait dit que alors qu'il avait été désigné médiateur, il s'est comporté comme un conciliateur ou inversement, enfin bon, des trucs qui pouvaient fragiliser finalement les décisions de justice et les décisions rendues dans les cas des règlements amiables comme ça des litiges. Alors que ce qui nous intéresse finalement, c'est qu'il y ait un règlement amiable des litiges, peu importe, et personne sera sous la table pour savoir si on a eu affaire à un véritable médiateur, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est contenté de rapprocher le point de vue des parties sans lui-même faire de propositions ou rendre d'avis, ou quelqu'un qui s'est comporté comme un conciliateur, c'est-à-dire qu'il est allé jusqu'à proposer, rédiger un accord, faire une proposition de règlement et que les parties ont signé derrière. Enfin, ça, peu importe, tout dépend de la personnalité des gens qui sont autour de la table. Dans certains cas, le médiateur sera effectivement juste un intermédiaire. Dans d'autres cas, il devra aller plus loin et faire des propositions écrites pour trancher la part en deux ou trois quarts un quart, enfin, etc. Peu nous importe, à vrai dire, si au final on aboutit à un accord. Donc, cette distinction qui existait et qui était aussi dans le Code de justice administrative, hein, puisque s'agissant des litiges transfrontaliers, la transposition de la directive européenne, on parlait de médiation. Et puis, à un autre endroit, dans le L211-4, on parlait de conciliation, mais qui était réservé au président du tribunal administratif. Et on ne savait pas bien d'ailleurs s'il pouvait lui-même organiser la médiation ou s'il se contentait de désigner un médiateur. Enfin bon, tout ça nous paraissait bien plus de nature finalement à dissuader tout le monde, parce qu'en créant de l'incertitude sur la portée réelle de toutes ces distinctions subtiles. Et donc, le choix a été fait de renoncer au terme de conciliation pour ne retenir que celui de médiation, qui, selon la définition qui est donnée dans le Code de justice, et qui est celle, en fait, littéralement reprise de la directive de 2008, désigne toute forme de règlement amiable, de processus structuré de règlement amiable des litiges, quelle qu'en soit la dénomination donnée en droit interne et par les parties. Hein. Et d'ailleurs, dans le code civil a fait strictement la même chose, c'est-à-dire que la loi, au niveau de la loi, le terme conciliation a disparu. Le code de procédure civile en réglementaire continue en en décret de parler encore de faire une distinction de conciliation, médiation, mais la loi, pour s'aligner sur la directive, a dû supprimer le terme de conciliation. Donc, même en procédure civile, on ne parle plus que de médiation, en tout cas au niveau législatif. Troisième point important, encore un petit peu, s'il vous plaît. Alors, non, encore un petit peu. Excusez-moi. C'est là, le troisième point important, c'est... oui, c'est ça. Le recours à la médiation, avant la saisine du juge, en tout cas, interrompt le délai de recours contentieux et suspend les prescriptions. Donc là, comme pour les actions collectives, il fallait effectivement que quand on ouvre une fenêtre comme ça de règlement amiable des litiges, il faut absolument que les parties soient sûres que les délais s'interrompent, parce que sinon, dans la situation antérieure, on n'était pas... on pouvait tenter une médiation avec l'administration, mais enfin, par précaution, il fallait quand même, pour pas laisser courir les délais, saisir le juge. Et alors là, une fois le juge saisi, l'administration, vous savez, j'en ai fait partie aussi, son réflexe, c'est de dire, bon bah, moi je fais pas d'effort, on verra bien ce qu'en pense le juge, je vais pas prendre le risque de dire un truc qui finalement pourrait, de faire éventuellement une concession, alors que le juge pourrait venir me dire, moi vous avez complètement raison, donc je ne prends pas ce risque-là. Donc là, on sanctuarise vraiment la médiation, on la met vraiment à l'abri de toute menace de recours contentieux, et c'est seulement en cas d'échec que là, les délais recommencent à courir et qu'on rentre dans une phase juridictionnelle. Les parties, donc dans cette phase pré-contentieuse, pré-juridictionnelle, les parties peuvent se débrouiller toutes seules, bien sûr, comme elles font sans doute beaucoup aujourd'hui, mais elles peuvent aussi aller trouver le président du tribunal administratif, voire de la cour administrative d'appel si le dossier a déjà été jugé en première instance, pour demander deux choses, soit d'organiser complètement une médiation pour elles, soit de désigner un médiateur parce qu'elles n'arrivent pas à se mettre d'accord sur, ou elles ne savent pas qui désigner. C'est-à-dire qu'elles ont déjà organisé la médiation, prévu une rémunération, dire combien de temps ça prendra, etc. Mais elles veulent juste qu'on leur désigne quelqu'un pour s'en occuper. Cinquième apport important, le juge aussi lui-même, saisi d'un litige, peut ordonner une médiation avec l'accord des parties, bien sûr. Hein, il ne s'agit pas de leur faire violence. Le médiateur peut être une personne physique ou morale. On peut dire on désigne tel centre de médiation ou le centre de gestion de la fonction publique territoriale, par exemple, pour
trancher pour gérer la médiation. Charge après au représentant légal de cette personne morale de désigner une personne physique qui va effectivement être en charge de ça. Le décret qui est du 18 avril 2017, tout ce qui est en R, c'est le décret du 18 avril 2017, impose à la fois que le médiateur ait une qualification dans le domaine, ou une expérience dans le domaine juridique concerné, et une expérience de la médiation, ou une formation, en tout cas s'il débute dans la matière, parce qu'effectivement, on ne va pas interdire à ceux qui n'en ont jamais fait de faire la médiation, sinon ils n'en feront jamais. Et puis dernier point important, c'est que les parties peuvent à tout moment, c'est toujours quand même la liberté des parties, de sortir de la médiation. Et c'est pour ça qu'à la différence du code de procédure civile, on n'a pas voulu imposer une date, un délai maximum d'aboutissement de la médiation. Le code de procédure civile prévoit 3 mois maximum, au-delà duquel la médiation est réputée avoir échoué. Le raisonnement était de dire, à partir du moment où tout ça repose sur le consensus, si tout le monde est d'accord pour continuer 5 mois, 6 mois, etc., si c'est le temps qu'il faut, et sur des contentieux de gros marchés publics, par exemple, ça peut effectivement prendre ce temps-là, si les parties en sont d'accord, pourquoi est-ce que le juge administratif irait réclamer absolument que le contentieux arrive chez lui si ça peut effectivement aboutir à un règlement amiable, on n'a pas de raison de leur imposer de régler leurs affaires en 3 mois. Et inversement, 3 mois n'est pas... 3 mois n'est pas fixer un délai n'a pas de sens, dans la mesure aussi où chacun peut en sortir à tout moment. Donc si l'administration estime que tout ça sert à rien parce que c'est trop long, c'est surpuissant dilatoire pour retarder le moment du juge, l'intervention du juge, eh bien elle peut le lendemain même, le jour même, se refuser la médiation, bien sûr. La mise en œuvre pratique, rapidement, parce que bon, tout ça... La mise en œuvre pratique. On a désigné dans chaque juridiction un référent médiation qui est chargé d'animer et développer un réseau local aussi de médiateurs, sensibiliser les magistrats et leur bref à cette nouvelle façon de voir les litiges, dont on veut réellement que ça devienne un mode de droit commun de règlement des litiges. Pas un mode... on dit mode alternatif de règlement des litiges, mais c'est pas un mode alternatif au sens sous-culture. On veut que ça devienne une première intention. Deuxièmement, pour promouvoir tout cela, les présidents de tribunaux ont été invités durant l'été à conclure une convention avec les barreaux locaux, les grands acteurs administratifs locaux, les grandes administrations locales, éventuellement des centres de médiation locaux, etc., pour promouvoir la médiation. Et dans cette convention type, il y a en annexe une charte éthique du médiateur pour rassurer les parties sur les compétences que doit avoir un médiateur administratif et les conditions d'impartialité, d'indépendance et confidentialité qu'il doit respecter. Et puis, pour suivre tout cela et mesurer l'impact de notre réforme, des outils de mesure statistique dans notre application de gestion des recours contentieux, qu'on appelle Skipper, où des rubriques ont été créées pour pouvoir mesurer à la fois la progression de la médiation à l'initiative des parties avant toute l'intervention du juge, mais uniquement avec l'intervention du président du tribunal qui va désigner un médiateur ou organiser une médiation, mais donc on est dans une phase préjuridictionnelle, ou une fois un litige introduit, les médiations qui ont été ordonnées par le juge. Alors, je peux vous livrer en primeur, puisque le vice-président du Conseil d'État lui-même n'a pas encore vu ces chiffres à ce jour, mais je ne devrais pas évoluer entre ce que je vous dirai et ce que je vous dirai lundi. Les premiers résultats qu'on a depuis le mois de mai, donc où tout ça commence à être effectif, on a aujourd'hui dans notre base donc 90 médiations ordonnées par le juge. Bon, alors bien sûr, on a 190 000 recours annuels, comme je vous disais tout à l'heure. Mais c'est un début, en tout cas. Ça veut dire que faut miser aussi sur une évolution des mentalités. Donc 90 dossiers en cours à l'initiative du juge, une petite vingtaine, 17 dossiers où ce sont les parties qui sont venues trouver le président de juridiction pour désigner un médiateur. Enfin voilà, c'est un début, sachant qu'il y a eu la période d'été. Bon, finalement, sur 2 mois effectifs pleins, on va dire, c'est déjà encourageant. Voilà, alors, je ne sais pas encore ce qu'ont donné ces médiations et si elles ont abouti ou non, mais voilà pour les premiers chiffres que je peux vous livrer. Pour finir,
une expérimentation qui va être mise en place, qui a été autorisée aussi par la loi J21 du 18 novembre, et qui, donc, selon les préconisations du groupe Pierrat, va permettre d'imposer, sur certains territoires, hein, on est dans de l'expérimentation, d'imposer dans deux types de litiges, fonction publique et contentieux sociaux, aux administrés de saisir d'abord un médiateur avant de saisir le juge administratif. Donc on est dans ce qu'on appelle, on n'est pas dans le RAPO, recours administratif préalable obligatoire, mais dans la MPO, médiation préalable obligatoire, avec l'espoir qu'on obtienne plus de succès que dans un RAPO où, comme disait la présidente Pierrat, finalement l'administré a toujours l'impression de saisir la même administration, et d'ailleurs c'est le cas, il saisit la même administration, et donc il n'est pas étonné qu'on lui réponde de nouveau non, et il veut quand même aller faire trancher tout ça par un tiers indépendant. Et en l'occurrence, comme sur les décisions défavorables qui leur sont notifiées, on lui dit vous avez 2 mois pour saisir le tribunal administratif. Qu'est-ce qu'il fait il saisit le tribunal administratif, puisque c'est la voie de recours qu'on lui indique. Et donc il y a une sorte de mécanisation un peu du recours juridictionnel, hein, qui est automatique, parce que. Et d'ailleurs, on se rend compte, ce dont témoignent les collègues magistrats, hein, c'est que bien souvent, notamment dans les contentieux sociaux, les administrés n'ont pas du tout le sentiment d'avoir saisi la justice. Enfin bon, on leur a dit c'est un tribunal administratif, ils arrivent là, alors en plus on ne porte pas de robe, alors bon, ils disent c'est encore un énième guichet de la CAF. Et d'ailleurs, ça ressemble un peu à ça, les audiences de contentieux sociaux, quoi. Et nos collègues se retrouvent juste à expliquer à la personne que bon, elle n'a pas suffisamment d'enfants pour, ou qu'elle gagne trop d'argent pour, peut-être c'est des etc. Et on se demande, et donc on est un peu dans un rôle d'assistante sociale finalement, et la personne repart juste contente que quelqu'un puisse lui expliquer enfin pourquoi elle n'a pas le droit à son truc, et puis ça s'arrête là, mais on se demande vraiment s'il fallait un juge pour dire ça. Donc on va faire beaucoup appel. Alors là, le décret est en cours d'élaboration, le Conseil d'État va en être saisi dans sa formation consultative la semaine prochaine. Il a déjà été mis en consultation dans plusieurs organes. On va faire appel aux défenseurs des droits, qui est un réseau de bénévoles sur le territoire qui est déjà très impliqué dans les médiations, notamment en affaires sociales, donc qui deviendra un recours obligatoire sur certaines portions du territoire, dans certains départements. Et on va faire appel aussi beaucoup au centre de gestion de la fonction publique territoriale pour tous les litiges de la fonction publique locale. Le ministère de l'Éducation nationale aussi est partenaire, et donc on aura dans 3 académies une expérimentation qui durera jusqu'en 2020, jusqu'en novembre 2020. Et au final, si vous voulez, ça représentera à peu près l'échantillon. L'échantillon, c'est à peu près 1000 affaires en fonction publique sur ces territoires-là, en 2016, dans les domaines, dans les matières qui sont éligibles à la médiation. 1000 recours, on a eu 1000 recours devant les TA en 2016 pour la fonction publique, 1000 recours à peu près pour les contentieux sociaux. Donc ça fait un échantillon déjà assez large. L'idée, c'est bien sûr de voir en 2020 si on a eu plus sur ces territoires-là que 700, 600, 500 recours. Ce serait, si on a ces résultats-là, assez significatif, et ça aiderait beaucoup, bien sûr, en faveur d'une extension, d'une pérennisation du dispositif, au moins dans certaines matières, comme la fonction publique ou les contentieux sociaux. Je vous remercie. Alors, si je peux préciser les territoires, alors je peux, mais c'est-à-dire les territoires seront précisés par des arrêtés ministériels qui vont être pris après. C'est difficile pour l'instant de révéler complètement la substance, parce que c'est encore. Je reçois des candidatures presque tous les jours là, en ce moment, donc ça s'agrandit tout le temps. Bon, enfin, pour faire simple, s'agissant de la fonction publique territoriale, alors s'agissant de l'éducation nationale, ça sera les académies de Clermont-Ferrand, Aix-Marseille et Montpellier. S'agissant de la fonction publique territoriale, on va être sur un système un peu particulier, parce que là, tous les centres de gestion, pratiquement, enfin j'en ai au moins pour l'instant plus de 30 qui sont volontaires pour intervenir comme médiateurs, mais comme on est dans un domaine expérimental, et surtout on est dans un décret, on ne peut pas, pour respecter le principe de libre administration des collectivités territoriales, leur imposer par décret de souscrire à ces missions de médiation auprès des centres de gestion. Donc c'est un dispositif, s'agissant de la fonction publique locale, qui va reposer sur le volontariat des collectivités locales, qui devront adhérer en fait volontairement à cette mission, et c'est
dans les collectivités qui auront adhéré à la mission médiation que les fonctionnaires seront soumis à ce recours préalable obligatoire. Alors, je crois que sur les collègues magistrats qui sont dans la salle, qui vont se dire, mais alors moi, ça veut dire qu'à tout moment, je peux avoir un dossier qui est en médiation préalable obligatoire, je ne sais pas, parce que peut-être la commune a adhéré, pas adhéré. Donc, le texte prévoit une date butoir qui est le 30 juin 2018 pour adhérer au système, au dispositif. C'est-à-dire que le 30 juin 2018, le secrétariat général du Conseil d'État sera en mesure de donner à tous les tribunaux de France la carte des communes et des départements qui seront dans le dispositif. Parce que sinon, effectivement, ça va devenir compliqué si chaque magistrat doit aller enquêter pour savoir s'il a affaire à un fonctionnaire qui est dans le champ ou hors champ de la médiation préalable obligatoire. Voilà. Et s'agissant des litiges sociaux, il y aura deux intervenants. Il y aura un défenseur des droits pour le RSA, et les primes de fin d'année, etc. Et il y aura aussi le médiateur de Pôle emploi pour les litiges du travail, c'est-à-dire la radiation des listes pour l'emploi, des demandeurs d'emploi, et pour les allocations spécifiques solidarité qui sont allouées aux demandeurs d'emploi. Et là, on sera sur 5 départements. Pardon. L'île ne sera pas concernée. Si l'île sera concernée par la fonction publique territoriale, parce que le centre de gestion du Nord est volontaire. Donc l'île sera concernée par l'expérimentation. Tout à fait. Voilà. Merci, monsieur le secrétaire général.